Différenciation qui prend des formes très variables. Par exemple, donc nous on connaissait la différenciation qui était faite par les filières, mais qui intervenait quand même beaucoup au niveau du lycée. Comme je l'ai dit, dans certains pays, il y a une différenciation qui intervient très tôt, dès le début de la scolarité secondaire. C'est de plus en plus mal vu, je dirais, hein, de couper et de séparer les élèves dès le début de la scolarité secondaire et de leur fixer des parcours dès le début de la scolarité secondaire. Mais il y a des formes de différenciation qui sont différentes. Par exemple, nous, vous avez vu, si vous avez vu les projets de réforme du lycée, par exemple, non, pas très peu. Si donc vous avez par exemple jusqu'en seconde, bon, si on accepte l'enseignement professionnel et qui en seconde se différencie, jusqu'en seconde tout le monde a le même programme de mathématiques, et ensuite en première donc vous avez la séparation entre la voie générale, la voie technologique, hein, et avant dans la voie générale il y avait la séparation entre la filière L, la filière ES et la filière S, et chacune de ces filières avait un programme particulier de mathématiques, avec ses horaires particuliers. Dans ce qui va être fait chez nous, et puis il y avait par exemple, quand on était dans la CDL, on pouvait décider soit de faire une option de mathématiques en terminale, soit arrêter les mathématiques en terminale. Peut-être que certains d'entre vous ont arrêté les mathématiques en terminale, par exemple, s'ils étaient dans la filière EL. Aujourd'hui, avec les nouvelles spécialités, vous voyez, il y a une autre organisation, puisque en première, vous allez choisir ou pas de prendre la spécialité mathématique. Si un étudiant, un élève ne prend pas la spécialité mathématique, l'enseignement de mathématiques qu'il suivra en première, ce sera juste celui qui sera intégré dans les 2 heures d'enseignement scientifique, avec mathématiques, sciences physiques et chimiques, et sciences de la vie et de la terre. Vous voyez? Et puis en terminale, il pourra choisir soit de garder la spécialité maths, de faire peut-être en plus maths experte, soit il pourra choisir de faire les mathématiques complémentaires. Donc vous avez toute cette organisation-là. Il y a des pays qui ont des organisations très différentes, même si différenciées. Ils vont décider qu'à partir d'un moment au lycée, on va avoir 3 niveaux de mathématiques. Un niveau minimum, que tous doivent suivre jusqu'à la fin, un niveau moyen, un niveau fort. Et donc, vous avez 3 programmes, et vous n'avez pas toute cette différenciation. On est extrêmement différencié dans nos programmes en France, parce que là, je n'ai même pas parlé de tout ce qui est série technologique, et où il y a aussi des programmes différents. Donc, vous voyez, il peut y avoir des choses qui sont beaucoup plus uniformes. Hein? Si vous allez, les programmes en Chine, par exemple, sont beaucoup plus uniformes que les nôtres. Hein? Nous, c'est très mosaïque quand on compare par rapport à d'autres pays, la forme de faire la différenciation. Alors, au niveau des domaines, alors il y a des grandes convergences. Là, on se sent relativement à l'aise, parce que c'est un chemin que l'on a pris déjà en France dès la réforme du lycée des années 2000. Beaucoup plus de probabilités, de statistiques, avec une initiation quand même aux statistiques inférentielles, même si cette initiation est très expérimentale et modeste dans beaucoup de pays. Et ça, donc, on voit bien dans les contributions à l'étude que pour les pays qui ne l'ont pas encore fait, ils sont en train de le faire. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un mouvement international, et l'idée que, alors, qui est à la fois liée à l'évolution des sciences mathématiques elles-mêmes, et une probabilité, le secteur, le domaine stochastique est de plus en plus important, et pénètre de plus en plus tous les domaines des mathématiques. Et puis aussi par le fait qu'on considère d'abord les métiers liés aux mathématiques, et puis le fait qu'on pense que la culture du citoyen éclairé nécessite réellement une formation en probabilité et statistique. Et puis le fait aussi que les recherches montrent
que la pensée probabiliste ou statistique, c'est une pensée qui est quand même spécifique. Et que si on ne démarre pas son enseignement très tôt, c'est plus difficile de rentrer dans ce type de pensée mathématique qui est quand même assez différent de la pensée mathématique déterministe, je dirais, des mathématiques ordinaires. Donc, les recherches tendent à montrer que c'est intéressant de commencer l'enseignement des probabilités et statistiques relativement tôt dans la scolarité. Donc, de plus en plus, c'est un enseignement qui démarre dans certains pays dès l'école primaire et dans beaucoup de pays dès le niveau du collège, comme c'est aussi le cas maintenant en France, puisqu'il y a l'initiation aux probabilités dès le cycle 4. Hein. Mais tout ça, ça va dans un mouvement d'ensemble où tout le monde va dans la même direction, je dirais. Troisième point, c'est l'introduction de la programmation et de l'algorithmie. Donc là aussi, on se dit que les réformes qui ont eu lieu en France ces temps derniers, eh bien, elles vont dans le sens général. Et même mon collègue Max Stephens, qui est néo-zélandais, pour cette étude a fait une comparaison des différents programmes d'algorithmique et programmation pour les pays, pour un certain nombre de pays pour lesquels il a pu obtenir les documents. Moi, il m'avait demandé les documents pour la France, donc il y a 2 ans, j'avais commencé à lui envoyer des documents pour la France. Et on voit bien que dans de plus en plus de pays, l'enseignement, on dit de la pensée algorithmique, hein, de plus en plus, pas juste de la programmation, mais d'une pensée algorithmique, c'est un enseignement qui démarre dès l'école primaire. Et par exemple en Angleterre, dès la première année de l'école primaire, il y a cet enseignement qui est aussi rattaché à l'enseignement de la résolution de problèmes à l'école primaire, avoir une résolution de problèmes qui initie aussi à la pensée algorithmique. Donc la pensée algorithmique, c'est pas juste les algorithmes des opérations, hein. C'est plutôt vu comme une façon de penser la résolution de problèmes en cherchant des procédures systématiques, en ayant une organisation qui est celle portée par les algorithmes. Et avec l'idée particulièrement forte pour l'enseignement primaire, qui est qu'il n'y a pas que les mathématiques qui sont porteuses du développement de pensée algorithmique, que les autres domaines d'enseignement sont aussi porteurs doivent soutenir le développement de cette pensée. Alors là aussi, on se dit en France, avec le fait que par exemple au cycle 4, l'enseignement de l'algorithmique, il est partagé entre l'enseignant de mathématiques et l'enseignant de technologie, on voit quelque chose qui converge avec ces directions, si ce n'est que, il semble bien que la communication entre les enseignants de technologie et les enseignants de mathématiques, il y a un certain nombre de progrès à faire. Mais c'est possible, mais il faut savoir qu'on est dans une culture quand même où l'enseignement de la technologie a été quand même un peu à part. Et par exemple, il y a 3 ans, dans l'Académie de Créteil, on a décidé, les IPR de maths, de technologie, de SVT, de sciences physiques, ont décidé de promouvoir des travaux interdisciplinaires. Et ils nous ont demandé à l'IREM, comme on travaillait sur la modélisation depuis un certain temps, d'organiser une formation pour les formateurs, à la fois de sciences physiques, de SVT, de technologie et de mathématiques. Et ils ont assisté d'ailleurs eux-mêmes à la formation, c'était tout à fait enrichissant. Et on voit bien, moi je ne m'y connaissais pas beaucoup, j'avais peu de rapport avec les enseignants de technologie, même si au début de l'IREM de Paris 7, il y avait eu un groupe maths et technologie, hein, avec un lycée, le lycée Raspail à Paris. Et là on s'est aperçu à cette occasion qu'il y avait certaines communications quand même entre les enseignants de SVT et les enseignants de S-Physique, un peu entre les enseignants de maths, de SVT et de sciences physiques, mais aucun de ces enseignants n'avait la moindre idée de ce qui se faisait dans les enseignements de technologie. Nous avons tous découvert les programmes de technologie et les évolutions de ces programmes aussi.
qui sont extrêmement importantes. Et quand on a cherché, on s'est aperçu que finalement, quand on cherchait les points de convergence entre les programmes, que par exemple, il y avait beaucoup de points de convergence possibles entre mathématiques et technologie, mais que l'on n'exploitait absolument pas parce que les deux mondes étaient séparés. Donc il est évident que si on se dit la pensée algorithmique, c'est un peu la propriété de tous, hein, comme disait aussi le rapport sur le numérique de l'Académie des sciences, c'est évident qu'à ce moment-là, il faut essayer de travailler ensemble et de se connaître un peu mieux, ce que font les uns et les autres. Alors, dernier point que l'on voit à peu près partout, c'est la promotion de l'interdisciplinarité. On voit très bien, et de la modélisation, comme une pratique bien sûr qui est nécessaire à l'interdisciplinarité. Donc il y a des pays bien sûr qui ont été un peu plus par rapport à toutes ces questions de modélisation, on n'a pas été en pointe pendant très très longtemps. Bon, chez nous, c'est quand même maintenant rentré dans les programmes, les compétences de modélisation sont mises en avant dans les programmes depuis quelques années maintenant, mais on n'a pas été très pionnier dans cette direction. Et d'autre part, on a dans l'enseignement secondaire, excepté dans l'enseignement professionnel, on a des enseignants qui sont monodisciplinaires. Alors que dans beaucoup de pays, au moins dans certains pays, au moins jusqu'à la fin du collège, les enseignants peuvent être encore bidisciplinaires. Par exemple, en Allemagne, les enseignants sont plus longtemps que chez nous bidisciplinaires. Hein. Donc ça crée aussi d'autres conditions possibles pour faire vivre l'interdisciplinarité. Alors, on cherche à promouvoir l'interdisciplinarité et la modélisation, mais comme j'ai été dans un certain nombre de projets européens qui visent à disséminer ces pratiques-là autour des démarches d'investigation, je peux vous dire que, bon, au niveau de entre la réalité, le décalage entre la réalité et les discours est quand même impressionnant. Hein, et que très souvent, quand on arrive à faire... C'est anecdotique. L'interdisciplinarité qui vit est anecdotique, d'autant plus que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de dispositif d'heures spéciales, de choses prévues pour organiser un travail interdisciplinaire. Si nous regardons chez nous, il y a eu des choses au niveau du collège. Il y a eu des itinéraires de découverte, après il y a eu les EPI de faible durée. Il y avait eu à un moment les thèmes de convergence qui n'ont pas très bien marché non plus, mais effectivement il y avait, c'était juste plus au niveau du discours. Et au niveau du lycée quand même, à partir de la réforme de 2000, il y a eu les TPE, et les TPE c'est quelque chose qui quand même a donné les moyens de faire vivre un travail interdisciplinaire, avec des heures dédiées, avec le fait que les enseignants doivent être encadrés par des enseignants de disciplines différentes, donc, et que ça soit évalué et pris en compte pour le baccalauréat. Dans beaucoup de pays, ce que l'on voit, c'est que, alors que l'interdisciplinarité, c'est quand même quelque chose qui se vit bien avec des projets et avec un enseignement par projet, on refuse une évaluation, que les évaluations prennent en compte un travail par projet, parce que un travail par projet, comment évalue-t-on la contribution d'un tel et d'un tel? C'est plus facile de faire un test, c'est plus juste, plus psychométriquement fiable, et donc dans beaucoup de pays, l'interdisciplinarité se heurte aussi aux problèmes, aux contraintes de l'évaluation. Voilà. Alors, en revanche, je dirais, au niveau des pratiques pédagogiques, ben, pas de grande nouveauté. Non. Alors, pas de grande nouveauté, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses à faire. C'est-à-dire qu'on voit dans les réformes depuis plus de 20 ans, un peu partout dans le monde, le même type de discours, je dirais socio-constructiviste, qui insiste sur la place à donner à l'activité de l'élève dans la construction des connaissances,
la place à donner à l'erreur, le rôle constructif de l'erreur, le type de pédagogie, le rôle donné à la résolution de problèmes dans l'enseignement des mathématiques. Ça, on le retrouve dans les programmes, et ce ne sont pas du tout juste les derniers programmes. Après, qu'est-ce qui vit réellement dans la pratique des classes de ce discours pédagogique? Là aussi, en général, il y a de grands décalages, chez nous, mais aussi chez les autres. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que le même discours se reprend, et on se dit qu'à ce moment-là, il faut penser, c'est plutôt dans l'implémentation des réformes qu'il faut penser, si on veut qu'effectivement les choses changent. Il ne suffit pas d'avoir des beaux discours curriculaires sur ce plan. Alors, ce qui est quand même plus fort, c'est les références de plus en plus constantes aux démarches d'investigation. Mais ça, c'est aussi porté par la globalisation et l'internationalisation des curricula. Et puis, de plus en plus, alors, on veut des pédagogies dites inclusives qui permettent à tous les élèves de progresser, d'avancer, de faire le mieux, qui ne laissent pas des élèves sur le bord du chemin, qui soient attentifs à tous les élèves. De plus en plus, on prend en compte dans les discours curriculaires, je dirais, la dimension, je dirais, affective de l'enseignement, émotionnelle de l'enseignement, qui est prise en compte. De ce point de vue-là, en France, on n'est pas vraiment nécessairement à la pointe là-dessus, ni même dans la recherche didactique, je dirais. Beaucoup d'autres pays sont bien meilleurs que nous. Et le fait qu'il faut être attentif aux différences culturelles, linguistiques, et pas vouloir aplatir et passer tout le monde au même moule. Et là, effectivement, je dirais que on a à apprendre de ce qui se fait ailleurs, je dirais, dans ce domaine, parce que autant pour certains points, on a effectivement une cohérence curriculaire qui peut paraître forte, et des réformes qui peuvent être bien pensées épistémologiquement, autant au niveau de ces questions d'inclusion, de sensibilité aux différences, de sensibilité à la dimension affective de l'apprentissage, même si les neurosciences nous disent aussi que c'est très important, on est relativement en retard, et aussi la place que ça occupe dans la formation des enseignants est quand même pas forcément une place très importante. Hein. Donc, alors, ça va J'ai quelques minutes en plus. J'ai quelques minutes en plus, oui. Alors, des difficultés soulignées qui sont largement partagées. Les problèmes de cohérence curriculaire avec la question clé de l'évaluation. Donc, dans beaucoup de textes, vous voyez apparaître, il y a une réforme qui a été faite, on a passé des années à la préparer, et puis ensuite, on n'a pas changé les modes d'évaluation. Et donc, il se passe, bien sûr, ce qui se passe est très loin de ce qui est déclaré. Donc, et souvent, on a des modes d'évaluation qui sont très contraignants et qui, pour l'enseignement des mathématiques, sont des modes avec des évaluations très techniques, très étroites de compétences techniques. Alors, il y a aussi, par exemple, il y a un texte très intéressant de collègues anglais. Il montre une réforme est préparée. Elle est, elle commence à être bien accompagnée au niveau de la formation des enseignants, et puis on sous-traite l'évaluation à une entreprise externe, une entreprise commerciale, et il y a une compétition entre entreprises commerciales pour l'évaluation, donc elles veulent bien sûr arracher des parts de marché, donc elles utilisent tout un tas d'arguments pour arracher des parts de marché, y compris sur les niveaux des évaluations aussi, et finalement on se retrouve avec un curriculum qui est complètement détourné par les pratiques d'évaluation qui en plus sont extrêmement importantes pour l'avenir des élèves. D'autres où il y a un très beau discours, mais on ne change pas, on demande d'accorder beaucoup plus de place, on travaille sur les projets,
à la prise en compte des élèves, à la prise en compte des erreurs, à des situations ouvertes, mais on réduit le nombre d'heures affectées à la discipline, ce qui fait que c'est contradictoire entre les intentions et les moyens que l'on donne à l'enseignement. Donc, et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. On en connaît chez nous, mais il y en a beaucoup ailleurs aussi. Alors, un gros problème aussi, c'est la tension entre contenu et compétences. Alors peut-être en France, on y est un peu moins sensible que dans d'autres pays, parce qu'on a encore un pilotage qui est quand même largement par les contenus. Même si dans les présentations des programmes, les compétences sont bien mises en avant. Hein, mais les professeurs s'y retrouvent encore au niveau du contenu, mais on aimerait bien sûr qu'ils soient attentifs au fait que dans l'enseignement, on n'apprend pas juste des contenus, on développe des compétences à travers l'apprentissage du contenu. Mais dans d'autres pays, il y a eu des bouleversements radicaux où on est passé des structurations usuelles à une structuration où les contenus sont passés au second plan et tout était pensé en termes de compétences. Et là, ça a pu produire des effets complètement désastreux parce qu'on a perdu des repères pour enseigner. La compétence raisonnée, oui, mais je sais bien dire ce que veut dire peut-être raisonner ou calculer si je suis dans un domaine particulier, même raisonner. Et tandis que si on me dit de manière générale et si je n'ai aucun autre repère pour fixer l'enseignement, ça peut être très délicat. Oui, hein? Oui, oui, mais je vais m'arrêter avant pour les questions. Et puis, ensuite, il y a les questions d'implémentation. J'en parlerai un peu avec un ou deux cas derrière. Le fait que même quand on passe beaucoup de temps à préparer une réforme, l'implémentation est souvent faite sans que en pensant que l'intendance va suivre. Mais l'intendance ne suit pas. Ça c'est clair, que si on pense que l'intendance... Donc il faut un accompagnement, et il faut un accompagnement dans la durée, et pas juste sur le temps de mise en place d'une réforme. Ce que montrent tous les travaux de recherche, c'est que l'équilibre après une réforme, elle atteint son point d'équilibre. Bon, il faut plusieurs années, et très souvent une dizaine d'années par exemple, pour que l'enseignement des proba et des stats se soit à peu près stabilisé au lycée en France. Dans la pratique des classes, je dirais, pas dans les textes, il a fallu attendre à peu près une dizaine d'années pour que ça pénètre. Donc, alors vous cumulez ça avec des changements politiques qui font qu'une réforme est balayée par une autre, et bien sûr, rien n'a le temps de se consolider, de s'installer, de trouver des points d'équilibre. Donc la formation des enseignants et l'accompagnement dans la durée, pas juste la formation, l'accompagnement dans la durée, c'est absolument essentiel. Et il y a très peu de réformes, quels que soient les pays, il y a très peu de réformes pour lesquelles on a cet équilibre entre conception satisfaisant, entre effort pour la conception et effort pour l'implémentation. C'est très rare. Le Japon, par exemple, est un des pays que j'admire de ce point de vue, avec régulièrement une réforme tous les 10 ans, mais c'est même pas une réforme, je dirais c'est une régulation de l'enseignement tous les 10 ans, mais pendant 5 ans, on récupère des données de tous les acteurs du système à tous les niveaux sur ce qui se passe avec la réforme qui a été organisée. Et puis à partir de toutes ces données, pendant 5 ans, on prépare la suivante. Et puis on implémente. Et par ailleurs, ils ont un système de formation et d'accompagnement des enseignants à travers la technique, la tradition des leçons studies, dont je pourrais vous dire un mot si vous voulez tout à l'heure, qui est quelque chose qui accompagne véritablement l'implémentation des réformes. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucun problème, hein, mais il y a réellement une façon de fonctionner qui donne de la place au travail d'implémentation. Alors, voilà, la difficulté à trouver des équilibres, oui, là on connaît bien, hein, entre les choses qui viennent du haut
et le fait que pour qu'une réforme vive, eh bien, il faut que ceux qui vont en être les acteurs, ceux qui vont devoir la mettre en place, ils s'en sentent vraiment propriétaires, que cela soit approprié et qu'en même temps, ils puissent aussi l'interpréter, qu'ils aient une marge de manœuvre pour l'adapter à leur contexte et à leurs conditions. Et il est clair que ça, c'est très rarement réussi. J'ai dans un texte un travail qu'on avait préparé, par exemple, pour le colloque EMF à Genève en 2012, avec Nadine Bernard et d'autres, on avait étudié de façon très précise l'implémentation, la conception des réformes dans un certain nombre de pays. Et de ce point de vue-là, on avait vu que le Québec, c'était quelque chose de très, très différent. Et par exemple, la réforme qui avait mis en place les compétences au Québec avait fonctionné de façon très différente dans d'autres pays, et avec une régulation des choses dans le long terme, un accompagnement qui était effectivement très très bien fait. Mais c'est extrêmement rare. Bon, et chez nous, on est très vertical. Très très vertical, je pense que plus vertical que chez nous. Bon, non, les Chinois aussi sont très très verticaux, mais enfin, on est particulièrement verticaux. Et je disais, mais quand on lit ça, alors on voit aussi des sources d'inspiration. Par exemple, et ce que je voulais dire aussi, les sources d'inspiration, c'est intéressant, elles ne viennent pas nécessairement des pays les plus riches, des pays les plus développés. Vous avez aussi des sources d'inspiration quand vous regardez la façon dont ont été organisées dans les 15 dernières années les réformes au Chili, dont s'est mis en place par exemple la réforme au Costa Rica, dans des conditions de pauvreté quand même importantes. C'est pas un pays avec plein de moyens, avec des enseignants qui au démarrage étaient très mal formés, mais une réforme qui a été pensée de façon cohérente, où le politique a soutenu la recherche, les acteurs, où tout le monde s'y est mis, et où, même s'il y a eu un changement politique important, il a été entendu que la réforme ne serait pas touchée parce qu'elle n'avait pas encore eu le temps d'être, quand même, venir consolidée et complètement implémentée. Des phénomènes comme ça, c'est pas si fréquent que ça, et donc c'est important. Et ce n'est pas uniquement le fait de pays riches, de pays très développés. On voit des exemples comme ça dans beaucoup de pays qui sont source d'inspiration aussi pour nous. La façon dont sont traités les problèmes de multilinguisme, bon, ce sont des choses, on peut regarder dans d'autres pays la façon dont ils le font, et souvent ils le font bien mieux que chez nous. Donc tout ça, c'est, je trouve, très intéressant. Et c'est ce qu'apportent ces échanges. Ah non, ça, et je crois que je vais peut-être arrêter là. Ah oui, j'avais juste, je vais arrêter ça. Ah oui, juste un mot, parce que à cette conférence était invitée la personne qui est en charge de préparer le nouvel framework de l'OCDE 2030 pour l'apprentissage. Et donc je vous ai tiré, donc c'est une japonaise, Mio Taguma, et qui a d'abord d'ailleurs piloté pour l'OCDE le secteur de les early education pour les premières années et avant l'école. Et alors, vous voyez ce qu'ils disent, ce qui base leur plateforme et qui va nous influencer à terme. Et de toute façon, ces plateformes, elles finissent toujours par nous influencer.